Ok, chers amis, on se retrouve encore. Nous allons continuer notre formation. D'accord. Je pense que si on veut se fier à ce programme-là, je pense qu'on a déjà fait tout ça là. Hein. Pourquoi Spring, la configuration du Spring, configuration des bins, le data management. Je, je vous avais parlé, je vous ai dit, chaque composant, par exemple, si je fais REST controller, c'est un bin. Ouais, des annotations. Ok. On peut aussi créer les beans spells. Et puis on va voir ça après. Les beans spells. Sinon, pas défaut, déjà, quand je fais arrobase, truc la reste contrôleur, ça, la classe configure déjà un beans. On n'a pas encore fait les services, on va bientôt faire les services. Je pense que c'est ça qu'on va même faire aujourd'hui. Quand je vais essayer de parler un peu de théorie, tu as vu ce que nous avons fait l'autre fois et on a communiqué directement avec le repository. Ce n'est pas conseillé. D'accord. C'est conseillé de communiquer à travers des services. Donc, nous allons créer ces services-là. D'accord. Donc, on va peut-être pas aller là aujourd'hui. Maintenant, en attendant, je fais les révisions, introduction en Spring Boot, la proposition de valeur de Spring, la fonctionnalité principale, création d'une application avec l'initialiseur de Spring, on a déjà fait tout cela. Donc, programme ça avance. Les dépendances, autoconfiguration, le runtime, la gestion de dépendance avec Spring. Ok, l'autoconfiguration, je vous ai parlé aussi de ça. La dépendance, on cherche sur Maven, le va ajouter, c'est là. Les propriétés, le fichier de propriétés, la configuration. On a aussi parlé de ça. Oui. Hmm? Par exemple, quand tu as pris ton fichier de propriétés, on a configuré le MySQL dedans. Les propriétés, les fichiers de configuration, voilà un peu ça. Il y a aussi, bon, pour les lignes de commande, on verra beaucoup plus les lignes de commande plus tard quand on va commencer par créer, quand on vous apprendre à créer, à builder un projet Spring, d'accord? Parce que actuellement nous sommes encore dans l'environnement de développement. Quand on va vouloir passer dans l'environnement de production, comment un projet Spring que j'ai créé sur ma machine en tant que Java, comment je peux l'envoyer sur une machine exécutée, comment je peux le distribuer, comment je peux le déployer sur un serveur. Nous allons aussi parler de ça. Donc là, vous avez compris un peu au niveau des commandes, quoi. Maven run, start, run, build, package. Nous allons parler de tout cela. Actuellement, nous sommes sur la partie de JPA et Spring Data. La partie de JPA et Spring Data, ça je vous ai expliqué, c'est la partie pour pouvoir communiquer avec la base de données. Ok. Donc, introduction rapide à cela. Pour rappel, donc on appelle ça souvent les ORM, d'accord. C'est-à-dire quoi? Des interfaces, oui, des interfaces pour pouvoir communiquer. euh, Object Relation Mapping, d'accord. L'ORM, ça veut dire quoi? Genre, communiquer et avec la base de données, pas des objets. Ok. Voilà, c'est éteint. Donc, tu vas voir que c'est comme ce que je t'expliquais. Heureusement que tu as activé, par exemple, tu vois, tu as mis show SQL là sur tout. Tu verras que chez toi, chaque fois que tu vas faire post et get, il va t'afficher la commande SQL dans la console. D'accord? Il t'affiche. Tu vas voir que quand tu as démarré ton projet, tu vas faire attention, va un peu envoyer de c'est ça. C'est là où il a créé la table ça. Ebenet, créer table, modèle 1, intérieur, ça là, notre milieu, ça là. Là, ça c'est la requête SQL. Ok? C'est la requête SQL. Donc, du coup, quand on fait show SQL true, donc il nous montre les requêtes SQL qu'il est en train de créer en arrière-plan pour pouvoir exécuter les requêtes qu'on lui demande. D'accord? Donc, comme je vous le dis,
Pas besoin d'être un expert en SQL avant de pouvoir travailler avec ça. Tu n'as pas besoin d'être un expert. C'est pas nécessaire. Donc c'est la configuration de JPA, nous l'avons configuré, avec Spring Boot, les Spring Data. L'ORM, on va revenir sur ça d'abord, c'est Object Reaction Mapping. Ok, nous allons revenir sur ça. Je voulais vous parler de ça tout à l'heure, avec ce course-là. D'accord. Bon, ça c'est un plan de... Ok. Nous allons essayer ça avec... bon. Donc, une des fonctionnalités majeures des ORM est de gérer les relations entre objets comme des relations entre tables dans un modèle de base de données relationnelle. JPA définit des modèles de relations qui peuvent être déclarés par des annotations. D'accord? C'est-à-dire quoi? Au lieu de se mettre à écrire des tables, d'accord? Comme tu me l'as dit tout à l'heure, que quand en regardant sur ce site-là, le site de sql.sh, tu as vu comment on pouvait créer des tables, créer les clés primaires, la jonction entre les tables et comme ça. Okay? Donc, si tu veux être orienté base de données, bon, je peux te conseiller ici. Sinon, tu peux toutefois ignorer et avancer dans ton travail. Ok? Donc, là, peut-être me concentrer sur cette partie. Donc, c'est-à-dire quoi? Il permet la section. Ici, dans ton code, toi, tu crées les objets. D'accord? Toi, tu travailles avec les objets, les classes et consorts. Mais quand toi, tu crées les classes, lui se charge de la partie SQL. C'est pour faciliter les développeurs, pour faciliter le travail des développeurs. Au lieu de se mettre, sinon on va écrire, on va essayer d'établir les relations directes. Tu vas voir que on sera obligé de faire select et aller dans la base de données. Il y a une vidéo qu'on voit sur ma chaîne. Faire des select, aller dans la base de données maintenant et récupérer les données par des registres faits. Maintenant, faire maintenant le mapping pour le convertir en objet indivisible. Par exemple, tu vois, c'est trop. C'est trop écrit pour le développeur. Alors que ici, tout simplement, il suffit d'utiliser ça. Juste avec l'annotation @entity, il ira dans la base de données cherche. Oui. Il sait que ça là, c'est une entité. Et une entité égale une table dans la base de données. D'accord? Une entité égale une table dans la base de données. Là, il ira directement dans la base de données chercher la table qui s'appelle individu. Par défaut, il prend le nom de la classe. Par défaut, la classe prend le nom de la table. Donc, mais ils ont permis de modifier ça. Genre, ça peut porter autre nom, mais la base de données peut porter autre nom. C'est pour que, par exemple, si tu as une base de données existante, une base de données que d'autres ont construit et tu veux juste communiquer avec ça. D'accord? Toi, tu peux maintenant créer ta classe et pointer sur la base de données de la personne. Là, tu pourras aussi récupérer les données selon les accès que tes identifiants te donnent. D'accord? Il y a une chose aussi, tu vas voir, on se connecte à la base de données. Si c'est qu'on crée un utilisateur du côté de notre base de données qui n'a pas assez, par exemple, de créer des choses dans la base de données, même quand on va venir passer par le code, ça ne va pas marcher. Il va te dire que l'utilisateur ne peut pas créer. Il ne peut pas ajouter des données dans la table. Il ne peut pas modifier la table. Donc, on s'assure aussi de tout cela à chaque fois. Voilà. Donc, nous allons commencer. Donc, moi, je vais rester dans le contexte ici pour t'expliquer les choses. Dans le contexte de classe, pour t'expliquer les relations. D'accord?
Maintenant, toi, tu vas faire chose là. Si tu veux approfondir tes connaissances, tu pourras faire les études SQL. Mais si tu veux rester côté backend, je peux t'assurer que avec ces enseignements qu'on aura, tu peux t'en sortir sans même avoir une connaissance de base de données. Moi, j'ai commencé à faire comme ça. Je me souviens que j'étais dans les anciens de nous avons un projet que nous devons faire tout là. Et au départ, on était obligé de communiquer avec les bases de données par les recettes là, en écrivant tous les requêtes. Arrivé à un moment, j'ai pris un document qu'on appelle MySQL, quelque chose, la notion de MySQL. C'est un document de MySQL. C'est un document de 200 quelques pages. Regarde, je l'ai lu. J'ai terminé le document. J'ai pris une quinzaine pour terminer le document. Donc pour la 4 jours pour finir le document. Parce que j'avais des requêtes à écrire, des jointures à faire que je n'arrivais pas. Donc du coup, je voulais lire le document pour voir comment faire. Bah, quand un gars me fait pour dire, va chercher Hibernate. Malgré que tu n'es pas dans un projet web, tu peux utiliser Hibernate pour faire les relations. Bah, je suis allé vers Hibernate. Je suis allé vers Hibernate, j'ai vu. Je pouvais créer les critères, faire des requêtes. Mais Hibernate encore, je devais encore écrire certaines requêtes. C'est vrai que ce n'est plus tôt, mais je dois dire, bon, telle table, j'ai telle table, tel truc là. Quoi. Donc, du coup, j'ai écrit ça dans le temps. Et après, j'ai découvert encore JPA. JPA couplé avec Hibernate, le travail devient facile. Regarde, tu n'as plus rien à écrire. Regarde, est-ce que l'autre fois, ce qu'on dans notre démo, on n'a pas fait quelque part insert into modèle 1, on a juste mis save. D'accord, on a fait notre repository, on a fait juste save, c'est passé, on a fait tout là, c'est passé. Donc c'est comme ça marche un peu. Donc, est-ce que tu vois un peu? Et nous allons entamer avec la première relation qu'on appelle le one-to-one. D'accord? Une relation 1 à 1. D'accord? Quand il va être en français, la notation one-to-one définit une relation 1 à 1 entre deux entités. Si, si cette relation n'est pas forcément très courante, pour cette relation, si cette relation n'est pas forcément très courante dans un modèle relationnel de base de données, elle se rencontre très souvent dans un modèle objet. Donc, c'est-à-dire quoi? Nous allons donner l'exemple. Par exemple, on dit quoi? Individu et one-to-one abonnement. C'est-à-dire quoi? Un individu a un abonnement. Je te donne l'exemple de Canal Plus et MyCanal. Un abonné a un seul compte et MyCanal. Tu verras que quand tu vas utiliser, tu veux utiliser même adresse email pour créer ou même un autre identifiant ou un autre décodeur Canal Plus, ça refuse. Et ça ne va pas marcher. Maintenant, si c'est que tu veux même changer ton décodeur comme ça ne marche pas, il faut les écrire. Tu vois un peu. Ce qui veut dire que quoi? Ça veut dire qu'un individu a un abonnement. Bon, parfois, oui, c'est ça. Même si le décodeur Canal Plus, tu ne peux pas avoir abonnement Access et avoir abonnement Évasion Plus en même temps. Tu es d'accord avec moi? Sur les Canal Plus, tu ne peux pas avoir abonnement Access et avoir abonnement Évasion. Non, c'est ça, c'est l'une ou l'autre. L'autre en l'une, l'autre. L'une est sûrement supérieure à l'autre. Tu vois un peu? C'est un peu ça. Donc là, dans ces cas, quand on veut schématiser ça, on fait une relation 1 à 1. Parce qu'on sait que celui-ci, il a ça et c'est fini. Est-ce que tu comprends? Donc c'est ce qu'on met en évidence par relation one-to-one. Donc c'est ça, on a aussi la classe ici, abonnement, qui a son ID. Ok? Donc, la notation one-to-one implique que la table individu contient une colonne qui est une clé étrangère contenant la clé d'un abonnement. Suis bien cette phrase. La table individu contient une colonne, d'accord, qui est
une clé étrangère, ok, contenant la clé d'un abonnement. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui va permettre d'identifier l'abonnement de cet individu? Est-ce que tu comprends un peu? Parce que tu sais, j'ai dit que toi, tu as un seul abonnement. Alors que j'ai une table qui contient la liste des abonnements. Or, j'ai toi. Comment je peux aller retrouver ton abonnement là? Parce que toi là, toi ici. Donc, il faut que la table d'ici et d'ici ont quelque chose de commun. Est-ce que tu vois un peu? Il faut un mot-clé qui se répète entre la table de individus et des abonnements pour me permettre d'aller récupérer toi ton abonnement dans la liste des abonnements. Est-ce que tu vois un peu? Quand j'ai la table d'abonnement, lui, il est là. On ne fait qu'enregistrer les abonnements des gens. Mais il faut que les abonnements soient liés à quelqu'un. On ne vient pas enregistrer l'abonnement par plaisir. Donc, alors, il faut alors un identifiant qu'on appelle clé étrangère qui permet d'identifier la personne qui a cet abonnement. Donc, la clé étrangère, tu vois, ici, pas défaut. Pas défaut. Quand tu fais comme ça, quand tu mets comme ça, la clé étrangère va s'appeler abonnement. Tu vois un peu. Mais si tu veux personnaliser la clé étrangère, tu peux changer ça en disant chaîne colonne abonnement FK foreign key. La clé étrangère, c'est comme ça on dit ça en anglais. Foreign key. Ok? Donc c'est ça un peu ce qu'ils ont fait. Ils ont mis important ici dans une requête JPQL, une relation one-to-one est navigable directement. Si on désire exprimer une requête sous la forme, c'est-à-dire l'individu avec l'abonnement dont l'ID est 1, alors il suffit d'écrire select I from individu I where I abonnement.id égale 1. Tu sélectionnes le I de la table individu. Exactement. Et tu vas chercher celui de l'abonnement égale à 1. Celui qui a I, c'est celui qui a cet abonnement là dans la base. Oui. D'accord? C'est ça. La relation N1, many to one, on appelle ça la many to one, N1. C'est-à-dire, c'est pourquoi je vous apprends ces choses-là. Ça va arriver. Quand on va te donner, tu veux travailler avec quelqu'un, tu es côté back-end, ce que la personne va t'envoyer, d'accord? Il va t'envoyer juste le schéma de la base de données. On va t'envoyer le schéma de la base de données. Donc, c'est toi, en regardant le schéma, tu dois écrire les classes correspondantes. Sur le schéma, tu verras cette annotation-là. 1, 1, N1, 1, N. Donc, si tu ne comprends pas ce que ça signifie, tu ne pourras pas les réécrire exactement dans ton code. Je vais quand même faire quand on va attendre vers la fin, si le temps nous permet, je vais vous montrer au moins l'exemple. Je vais voir ça vers la semaine. Je vais préparer un truc comme ça où je vais peut-être vous montrer le schéma de la base de données. Et on va partir du schéma et concevoir l'application. Là, vous allez voir tu vois un peu. On part du schéma et on conçoit l'application. On a le schéma qui est là. Là, ça va vous apprendre aussi à faire des analyses. On t'envoie comment tu vas interpréter, comment tu vas faire telle chose, comment là, tu analyses la chose, tu le fais. Tu le titres, tu le déposes bas. Là, tu prends ton cash encore. Tu me dis, tu vas m'appeler Jacques, viens, on va prendre une bière là. C'est ça. Ok. Donc on a dit, définir une relation N1 entre deux entités. Ils nous ont donné l'exemple. Individu et la société. Many to one. C'est-à-dire que
plusieurs personnes peuvent accéder au même données. Plusieurs personnes peuvent avoir, si on va prendre le cas de l'analyse maintenant là, plusieurs personnes peuvent avoir le même abonnement. C'est ça. Donc, ce qui n'est pas aussi vrai. Voilà l'exemple qu'ils ont. Plusieurs personnes peuvent avoir à la même version. Oui. Là, si on s'attire sur le type d'abonnement, plusieurs personnes peuvent avoir l'abonnement et l'abonnement de l'autre est différent. Parce que, c'est pourquoi mon abonnement est différent de ton abonnement. On n'a pas la même période. C'est que moi, je me suis abonné aujourd'hui, pour moi, doit expirer demain. Toi, tu viens de t'abonner hier et ça expire aujourd'hui. C'est pourquoi ça demain. Mais le type d'abonnement peut être le truc là. D'accord? Maintenant, tu vas voir d'ici, c'est pourquoi ici, ils ont pris le cas de la société. On dit quoi? Individu, many, d'accord, to one. Au départ, je vous assure les gars, et moi je n'arrivais pas à faire la différence entre many to one, one to many, one to one. Qu'est-ce qui est lié à l'autre? Tu vois un peu, genre ici maintenant je vais dire, est-ce que c'est la table individu qui est liée à la table société ou la table société qui est liée à, genre par qui commence le many, genre qui doit être le many et qui doit être le one. Et la table et l'objet société, le one. Parce que donc c'est pour vous dire que ce qui débute, d'accord, pour comprendre ça c'est très simple. Ce qui débute la notation est la classe. Et ce qui le termine, donc ce qui fait la liaison, est là où il est. Donc c'est quoi on a dit many to one. Ce qui veut dire que l'interprétation de ceci, c'est que plusieurs individus peuvent appartenir à une même société. Et ça c'est vrai. Tu vois, plusieurs individus peuvent appartenir à une même société. Tu vas bien. D'accord. Donc, arrobas colonne, on a vu ça tout à l'heure. Je vous disais arrobas colonne. Bon, arrobas colonne, c'est pour dire. Je suppose que, au niveau de la table, d'accord, cette colonne porte autre nom. Tu vois. Donc, tu mets alors le nom que la colonne porte dans la table. Ou bien le nom que tu veux qu'elle porte dans la table. Tu mets ça dans arrobas colonne, tu mets name. Maintenant, ils ont mis d'autres propriétés comme permet de déclarer des informations relatives à la colonne sur laquelle un attribut doit être mappé. Si cette annotation est absente, le nom de la colonne correspondant au nom de l'attribut. Avec cette annotation, il est possible de donner le nom de la colonne, l'attribut name, mais également si l'attribut doit être pris en compte pour les requêtes d'insertion, insert table ou la mise à jour, update. Certains outils sont capables d'explorer les annotations pour créer la base de données. Dans ce cas, d'autres attributs sont disponibles pour ajouter toutes les contraintes nécessaires, telles que length ou nul, de donner ainsi une description complète de la colonne. Tu vois, il y a des choses, il y a d'autres. C'est pourquoi moi, comme vous avez intelligé pour essayer ces trucs-là. Genre, colonne a d'autres attributs que tu peux faire. Genre, tu veux que cet attribut, quand on passe par cette classe-là, on peut mettre à jour. Donc ça, là, cette colonne, on ne peut pas le mettre à jour. Quand on le définit une fois, je suppose que c'est une numéro de série. Quand on le définit une fois, là, tu vas faire manipuler, tu ne peux pas le mettre à jour. Ça, tu vois un peu. Donc, même si toi, tu le mets, tu mets ce truc-là pour dire que update là, update thème, c'est force là. Quand le front-end va récupérer et modifier et envoyer, ça va jamais modifier dans la base de données. Ça va rester seulement au niveau de la couche application. La couche application va envoyer, va cracher, du coup, il ne peut pas mettre à jour tel champ de la table. Parce qu'elle n'est pas autorisée à mise à jour. Est-ce que tu vois un peu? Il y a de ces choses-là. On peut personnaliser. Un exemple là, tu vois. Exemple individu, colonne individu ID, d'accord? Stratégie identity.
Tu vois, ici on met basic. Maintenant on met colonne. Length, ça veut dire que la taille des données que le nom là, le nom que la personne va te dire ne va pas dépasser 30 caractères. Length 30, ça ne va pas dépasser 30 caractères. Est-ce que c'est nul? Ça ne peut pas être nul aussi. C'est fausse. Même chose au niveau des prénoms. On a dit arrobase intègre H. Quand on met transient, ça veut dire qu'il ne va jamais stocker l'âge dans la base de données. Transient. Oui. On ne va jamais stocker ça dans la base de données. Ici, non. Maintenant, ici, on met temporal. Temporal type date. On met maintenant plus de 40 date de naissance. On va stocker la date de naissance en tant qu'une date de SQL. Voilà mes temporales. Tu vas convertir ça en une date de SQL. Pour mettre ça. Comme ça, quand tu vas aller dans la base de données, tu vas voir ça en clair. Tu ne peux pas mettre ça en binaire là-bas, tu peux mettre n'importe quoi là-bas. Mais quand tu ajoutes cette annotation, il va convertir ça pour te mettre une date claire. Parfois, même, on va jusqu'à spécifier le format qu'on veut. Que ça met dans la base de données. Calendar, type stand. Ok. Maintenant, ici, French, byte, image. French lazy. Donc, basic French lazy. Lobe, quand on met lobe, c'est qu'on veut dire que ça n'a qu'à stocker ça en binaire. Donc, voilà, j'ai l'entité ci-dessous. Pour faire sa table là, c'est ça. Si tu veux, sans utiliser ça là, tu peux utiliser ceci et le créer. Quand tu prends ça là, tu exécutes directement dans ta base de données là. Il va créer ça. Sur le site en même temps. Sur le... Ah, voilà comment on exécute les requêtes. Tout vient là.